Bonjour Isabelle, content de avec te voir. Seb, Florence, toute la gang est là en régie aussi. On se parle derrière nos écrans d'ordi. Oui. As-tu un problème de consommation d'écran? Je te passe ça comme ça. Est-ce que le ciel est bleu, Isabelle? Oui. Aujourd'hui, il est gris. Oui, effectivement, fait que je suis correct. Non, sans blague, moi, depuis longtemps, là, je sais que les écrans, c'est à la fois mon bourreau et ma victime. Là, je sévis sur l'Internet depuis toujours, mais je suis toujours déchiré parce que je me dis, c'est mieux que certains vices, mais c'est quand même un vice là, à un certain point. Avec nos travails aussi, nos jobs, on a quand même besoin d'être toujours au courant de l'actualité. On attend toujours la dernière nouvelle, la nouvelle affaire. T'as raison. Par contre, des fois, je trouve que c'est aussi notre excuse. Le travail de consommer nos écrans. Souvent aussi, on va pointer les jeunes. On va dire, les jeunes, on se rappelle de tout ce qu'on a dit quand on a voulu interdire les cellulaires à l'école. On ne comprenait pas pourquoi les jeunes levaient le bouclier. On pointe les jeunes pour pas mal tout, mais on oublie que souvent, ils apprennent par mimétisme. Ils apprennent parce que les parents sont sur leur cellulaire. On essaie de les sauver, là, qu'ils soient meilleurs que notre génération à un certain point. Mais on n'est pas bon, pas tant que ça. Je sais pas si vous êtes accro à votre cellulaire, si vous consommez beaucoup d'applications, si c'est difficile pour vous de vous débrancher. Vous pouvez nous contacter en tout temps. 1-877-827-2346. Ironiquement, prenez votre téléphone, écrivez-nous si vous avez de la difficulté à lâcher votre téléphone. Vous le lâcherez dans 2 heures. Exactement, mais textez-nous 1-877-CUBE-RADIO, 1-877-827-2346. On prend aussi vos appels. J'ai fait le test hier. J'ai regardé quelle était ma consommation d'écran. Je suis gênée de vous dire que mon cellulaire m'a appris. C'est super facile de connaître son temps d'écran. Là. Vous prenez votre loupe, vous écrivez temps d'écran, puis ça vous le donne. Mon cellulaire m'a informé qu'à tous les jours, je consomme 16 heures d'écran. Voyons, tu dors pas. 16 heures d'écran par jour. Et là, je me suis dit, OK, mais comment j'utilise mon temps d'écran? Les applications les plus populaires, il y a Chrome, le moteur de recherche. Numéro 2, c'est les documents Word. Outlook pour les courriels, Gmail pour les courriels, les messages textes, Instagram et Safari. Ça, c'est ce qu'il y a de plus populaire que j'utilise. Fait que pas Facebook, il n'y a pas X. C'est vraiment visiblement pour le travail. As-tu déjà fait le test de ton temps d'écran? Moi, c'est sûr que Twitter est en haut de la liste, là, avec les emplois, les trucs de job, comme tu dis aussi, Isabelle. Là. Mais moi, Twitter maintenant appelé X, là, c'est tellement intéressant pour moi. J'apprends constamment. Puis là, après ça, on le sait, là, c'est un peu comme une loterie, un casino. Là, c'est pas toujours intéressant. Là, que des fois, t'as des contenus qui sont vraiment bons, d'autres contenus qui sont un peu plus ordinaires. Puis là, hop, je me sens vraiment des fois comme la personne au casino qui tire sur le levier une autre fois. OK, je vais avoir une autre nouvelle. Je vais apprendre une nouvelle affaire. Je vais avoir une autre réflexion. C'est un peu ça le problème. Caroline Campo est avec nous. Elle est conseillère en prévention des risques liés à l'usage des écrans chez Capsana. Ils sont responsables, entre autres, du fameux 24 heures pause. À chaque année, il y a une journée où on nous invite à nous débrancher. Le dimanche, heureusement, on ne travaille pas pour la plupart. 24 heures sans téléphone. On parle de consommation d'écran. Là, moi, je consomme 16 heures d'écran par jour. Est-ce que c'est des statistiques qui vous surprennent? Oui, bien, 16 heures, c'est quand même assez surprenant. T'ouvres les yeux, t'es sur ton écran. J'ai vraiment un problème. Tu dors pas, dans le fond. Mais on sait que Isabelle Perron, elle dort jamais. Là, ça, c'est clair. C'est peut-être beaucoup de travail aussi. Oui. Il y a aussi cet aspect-là qu'on pourrait en jaser, mais de manière générale, quand on regarde le temps d'écran, quand on est au-delà d'une utilisation de divertissement, de 4 heures et plus, tout ce qui est impact négatif sur la santé, donc, va augmenter considérablement. Alors, on vise à essayer de s'en tenir à 2 heures et moins, mais c'est vraiment du temps de divertissement. Donc, on exclut tout ce qui est obligation scolaire ou professionnelle ou la banque ou le GPS, qui n'est pas nécessairement... Puis ça aussi, sur ton téléphone, tu dois avoir ce genre de données-là. Donc, c'est ça. C'est dimanche qu'on fait le 24 heures pause. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les jeunes embarquent? Est-ce que les adultes embarquent? Oui, tout à fait. En fait, ça se veut une expérimentation qui pousse à réfléchir à nos habitudes numériques de façon plus large, comment ça s'insère dans notre vie et est-ce que c'est venu à déplacer certaines choses, certaines activités qu'on faisait avant, qu'on aimerait redécouvrir ou revoir dans notre vie. Et l'année passée, c'est ça, on a eu en fait plus de 15 000, c'est ça, je pense que jeunes qui ont participé. Là, on est déjà rendu à plus de 11 000, en fait, qui sont inscrits pour ce dimanche. Et au final, le but n'est pas de se déconnecter, mais de trouver un équilibre, de trouver une façon que nos outils technologiques servent nos intérêts, notre bien-être, s'insèrent d'une manière harmonieuse, là, finalement, dans nos intérêts. C'est quand on se dit ne plus utiliser le téléphone, c'est comme si on se coupe du monde. T'sais, on sait que c'est pas bon, les écrans, mais d'enlever les écrans, c'est comme si on a l'impression que, on n'a plus contact avec personne.
Oui, puis en fait, récemment, en fait, je faisais de la lecture sur les adolescents et ça en est venu maintenant à être considéré comme un environnement où on crée notre identité. Et en tant qu'adulte aussi, c'est la même chose, ça fait partie de nous. Donc, on n'a plus la division entre les relations que j'ai de manière hors ligne et en ligne. Le flou, maintenant, ça se mêle. Donc, oui, c'est vrai qu'on peut ressentir ce sentiment-là si on se déconnecte pendant une plus longue période de temps, qu'on perd une certaine partie de notre identité d'une certaine façon. Mais ça, c'est pas inquiétant de se dire que notre identité passe par les écrans et le numérique? Bien, je pense qu'en 2025, ça fait partie de certaines fonctions quotidiennes puis de la manière qu'on communique ensemble puis qu'on entretient nos relations, mais il faut juste faire attention que ça ne prenne pas toute la place. Puis c'est toujours ça, c'est une question de temps, une question d'équilibre. Il y a à peu près 60% des adultes qui disent utiliser les écrans par automatique. C'est un réflexe, finalement. On s'ouvre, on se lève, on ouvre une application. On a un temps libre, on pèse sur notre cellulaire. Dès qu'il y a un moment de pause, on est stimulé par notre écran. C'est dur à casser, ça. Oui. Puis je pense que c'est aussi cette réflexion-là, c'est de ramener l'intentionnalité comme derrière qu'est-ce qu'on fait, quel objectif ça sert quand on ouvre notre écran, finalement. Et c'est tous les mécanismes qui sont à l'œuvre derrière l'écran qui font en sorte qu'on perd la notion du temps puis qu'on y passe énormément de temps, là, finalement, quand on ramenait ça à la dépendance. Donc, c'est une question de volonté, mais aussi qu'on a développé des réflexes que les développeurs veulent que... Bien, le fameux scrolling, là. On est pris là-dedans. Là. Oui, bien, on peut en venir à perdre le contrôle facilement. On perd la notion du temps, on regarde des courtes vidéos, on défile en se disant qu'éventuellement, on va trouver quelque chose qui va être comme « wow, l'anecdote de la journée ». Donc, oui, ça peut en venir là, à prendre beaucoup d'espace, finalement, dans la vie d'une personne. Le temps passe tellement vite, c'est vraiment incroyable, mais des fois, je me demande si c'est pas inévitable, c'est pas là où tout le monde s'en va. Est-ce qu'on va un jour réussir à calmer nos ardeurs? Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce que c'est vraiment au niveau individuel qu'on va faire une différence? Je pense qu'il faut quand même parler aux individus. Là, c'est sûr que la réglementation là, derrière les types de techniques de conception qui sont utilisées, je pense que c'est manquant. Là. En ce moment, ils peuvent utiliser pas mal n'importe quoi. C'est étudié de manière à ce que ça brime l'autocontrôle, là, finalement, de l'utilisateur. Je pense qu'on a des grandes réflexions à se poser, en fait, en tant que société aussi, à la consommation rapide. À quel point qu'on a besoin de consommer autant de choses et aussi rapidement. Donc, on peut penser même à des gens qui ont peut-être l'habitude de regarder en accéléré certaines choses. Donc, on prend plus le temps. Qu'on a peur du vide? C'est quoi la raison? Bien, il y a un lien aussi avec l'ennui que ça vient combler. Puis c'est ça qui peut devenir problématique si c'est toujours utilisé pour fuir des émotions, finalement, qui sont négatives. Est-ce qu'on a un certain malaise avec l'ennui, avec les moments d'attente, avec juste être présent? Est-ce qu'on doit toujours être en train de faire? Tu sais, là, c'est des grandes discussions de société. C'est tellement intéressant que je me souviens, dans mon temps, quand j'étais petit, puis je déjeunais le matin, puis j'étais pas stimulé, j'avais pas de téléphone à lire, mais je me mettais à lire la boîte de céréales. J'avais besoin d'être stimulé, je me mettais à lire ce qui était autour de moi. Ouais, exact. Mais j'ai comme l'impression qu'on a besoin d'être distrait finalement, puis que là, on a comme l'autoroute de la distraction dans notre main constamment, là. Oui, tout à fait. On peut l'être de plein de différentes façons et on l'a toujours dans nos poches. Donc, c'est ça aussi qui change la donne de quand on était plus jeune puis qu'on avait la télévision puis qu'on avait le moment d'arrêt qui faisait que là, on réfléchissait, est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Est-ce que je veux reprendre ce que je faisais tantôt ou est-ce que je veux penser à créer quelque chose? Ouais. La création, là, souvent, ça sort de moments d'ennui, en fait. C'est toujours ça. Florence, l'amoureux, Florence, es-tu pris, toi, dans ce qu'on appelle le scrolling? Parce que tout est fait en ligne maintenant pour qu'on reste accroché. Est-ce que tu es pris là-dedans? Moi, un de mes grands problèmes, c'est avant de dormir. Là, j'essaie de me donner un défi dans les dernières semaines de lire un livre. Puis je me rends compte que quand je le fais, je lis 10 pages, je m'endors super rapidement. Mais des fois, je suis pas capable. Je me dis, je vais aller un peu sur TikTok. Pire erreur à faire. Je suis pas capable d'arrêter. Ou tu te rends compte, comme Fred disait, tu dis, je vais faire juste un petit 5 minutes. Tu te rends compte qu'il est rendu minuit puis que ça fait 30 minutes que tu scrolles sans t'en rendre compte. Le sais-tu, c'est quoi ton temps d'écran par jour? Moi, c'est un 8-9 heures à peu près. Mais je pense pas que ça comptabilise mon ordinateur avec lequel je travaille, que j'écoute des séries, mais c'est un 8-9 heures. C'est beaucoup. On dit souvent que ça joue sur l'anxiété. Est-ce que toi, tu as l'impression justement que ça vient prendre une place dans ta tête? Bien, beaucoup avant de dormir, justement. Mais des fois, on dirait que je suis pas capable de me dire « je vais pas aller sur mes réseaux sociaux 1 heure avant de dormir. » Tu sais, j'essaie fort de le faire, mais je me rends compte, par exemple, que quand je vais regarder Instagram ou TikTok avant de me coucher, bien après, mon cerveau, il reste là-dedans. Il y a de la misère à s'endormir. Je vais me réveiller plus fatiguée le lendemain. Fait que je vois vraiment, vraiment une différence. Est-ce que c'est ce que tu consommes le plus, TikTok, Instagram?
Oui, vraiment. Mon temps d'Instagram par jour est peut-être un 4 heures. Est-ce que c'est ce qu'on Sur le voit reste. également chez les jeunes en général? Snapchat, Instagram, oui, tout à fait. Et le streaming, on va dire sur YouTube, va être les activités en ligne qui sont les plus TikTok, bon, qu'on a mentionné, là, qui sont les plus utilisées. Et c'est là aussi, c'est à des endroits où on a des contenus en rafale qui sont de courte durée, qui sont hyper stimulantes. Est-ce qu'on sait si, parce qu'on a beaucoup fait de tapage sur les cellulaires à l'école, est-ce qu'on sait si ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a des impacts positifs? On en parle très peu là, depuis le début des classes. Est-ce qu'on sait Oui. si ça a eu un impact? Oui, en fait, puis ça, j'étais agréablement surprise de voir que même des gens qui étaient au début contre se sont retrouvés face à des jeunes qui jouent à des jeux de société, qui ont sorti les jeux de cartes, qui échangent entre eux et que même la qualité des échanges avec leurs enseignants a augmenté parce qu'ils sont plus portés à aller parler finalement. Puis ça, c'est quelque chose des fois, on se rend pas compte d'à quel point que ça peut en venir à être une barrière avec les gens autour de nous. Des fois, c'est parce qu'on est anxieux ou qu'on n'a pas nécessairement envie d'interagir, puis ça, c'est correct, mais même dans des moments où on serait porté à plus le faire, ça peut aussi venir, c'est ça, Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne sort pas de notre zone de confort parce qu'on a ça pour se protéger de notre anxiété sociale, par exemple. Et c'est là, donc c'est exactement ça. Au début, ça servait peut-être quelque chose qui nous faisait du bien, mais là, est-ce que ça en est venu à nous rendre finalement encore plus dépendants? Ben c'est ça, c'est un cercle vicieux, là, parce que tu te dis, tu développes pas tes capacités à pas être anxieux avec les autres si tu es toujours sur ton téléphone. Puis là, tu te dis, je suis anxieux, je vais retourner sur mon téléphone. Donc, tu sors pas de cette fameuse zone de confort pour le faire. Il y a Amélie là, qui dit, dans le cadre du travail, c'est très difficile de se limiter, mais lorsque possible, elle laisse son sel hors de portée et passe tellement du bon temps. Justement, on le voit qu'il y a un aspect positif pour les jeunes, là. Mais je trouve que ça, c'est une bonne solution de mettre son cellulaire loin parce que la maudite notification, là, ça vient nous titiller l'œil. Samuel Vessière est avec nous également, qui se joint à la discussion, professeur associé de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Bienvenue dans l'émission. Bonjour. À l'émission, plutôt. C'est quoi l'impact de consommer autant? Parce qu'on parle du 24 heures de pause dimanche pour qu'on prenne conscience de notre consommation des écrans. C'est quoi l'impact d'en consommer trop chez les adultes, mais chez les jeunes aussi? Pour bien répondre à cette question, j'ai envie de vous dire et de vous rappeler qu'on fait face à une épidémie d'addiction qui est absolument sans précédent à l'échelle de l'humanité. Et donc, pour bien comprendre l'impact et puis arriver à des solutions, il faut comprendre aussi à quoi exactement on est accro. Et ça, c'est en fait une grosse question scientifique. Parce que juste pour un petit rappel, si on prend des substances dures, des drogues comme les amphétamines, la cocaïne, tout ça, il y a moins d'1% de la population qui est accro. Si on prend des choses comme le gras, le sucre et le sel, effectivement, on voit qu'il peut y avoir une épidémie d'obésité qui peut toucher jusqu'à 40% de la population. Mais c'est beaucoup pire que ça pour l'addiction aux écrans. Donc là, on en est sans doute à bien plus de 50-60% de la population. Et malheureusement, contrairement au sel et au gras, par exemple, et à la malbouffe, on a du mal à se sentir rassasié. Parce que on peut pas manger des hamburgers toute la journée. On va rester collé à nos écrans tout le temps. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau humain, il est uniquement accro à l'information. C'est vraiment la substance la plus importante à la survie humaine. En tant qu'être humain seul, on ne peut rien réinventer nous-mêmes. On a besoin d'informations. On a besoin d'informations sociales. On a besoin de validation. On a besoin de savoir qui est cool, qui est moins cool, à qui on peut faire confiance, à qui on peut pas faire confiance. Et on a aussi une addiction au virtuel. Donc, les gens préfèrent les relations virtuelles que les relations face à face. Les gens préfèrent, c'est triste, la pornographie aux vraies relations. Donc, on a vraiment un gros problème qui nous est tombé dessus très rapidement historiquement. Et ça, je voulais juste le rappeler. Mais c'est intéressant parce que on préfère donc la solution facile. L'humain est fait ainsi, ce qui veut dire que le web facilite la chose. Ça devient difficile même de vivre dans le monde réel. C'est ça. Et en fait, l'impact, comme le dit très bien Caroline aussi, c'est pas que l'impact des écrans sur notre système de récompense, sur l'anxiété, sur les troubles de santé mentale, c'est aussi sur toutes les choses qu'on ne fait pas et toutes les choses qu'on ne fait plus. Notamment les relations sociales face à face chez les jeunes. On sait que les jeunes qui ont grandi après 1994, la génération Z, sont ceux qui présentent de loin les troubles de santé mentale les plus élevés. Et on sait aussi que c'est ceux qui ont beaucoup moins de relations face à face, beaucoup moins de relations amicales, beaucoup moins de relations amoureuses. Donc il y a un impact social, je pense, dont il faut parler. Et sur le plan individuel, sur le plan psychologique, on voit aussi une baisse de la résilience, une baisse de la capacité d'adaptation, vraiment à tous les niveaux,
Donc, des difficultés à faire face au stress de la vie de tous les jours, mais même des difficultés, par exemple, à entendre des arguments qui ne conforment pas à la manière dont on voit le monde. Donc, on voit que les gens se sont de plus en plus retranchés dans leur chambre d'écho, dans leur bulle. On a vu quand même une montée de tout un tas de croyances un petit peu extraordinaires qu'on appelle complotistes parfois. C'est comme si les gens de plus en plus vivaient dans une réalité individuelle, fragmentée. Donc vraiment, les impacts sont trop nombreux pour les énumérer aujourd'hui. Mais moi, je pense que c'est une catastrophe. Mais la baisse d'empathie, je pense que ça aussi, c'est notable. C'est difficile maintenant d'avoir de la compassion pour son prochain, d'aider son prochain. Ça devient des concepts un peu flous. Même la démocratie, quelque part, j'ai l'impression que ça peut jouer, là. Ben oui, je pense que j'ai pas besoin de vous dire que nos sociétés sont en crise à plusieurs niveaux, notamment au niveau de la démocratie, au niveau de la capacité du dialogue, la capacité de rencontrer l'autre. Alors là, c'est comme pour les troubles de santé mentale qui sont à la hausse depuis 20 ans. On parle de corrélation avec la vie qui est de plus en plus numérique. Donc le lien de causalité n'a pas été mesuré très clairement, mais il semble quand même y avoir ce lien, effectivement, une grande difficulté à se comprendre, parce qu'encore une fois, on a un rapport très individuel, très virtuel avec le réel. On va consommer des informations qui conforment à nos biais, à des choses auxquelles on croit déjà, des choses qu'on sait déjà. On a des algorithmes qui sont optimisés pour nous envoyer ce genre de choses, et c'est vraiment très endommageable pour nos sociétés, oui. J'invite les gens à nous écrire 1-877-827-2346, 1-877 Cube Radio pour parler de leur relation avec les écrans. Monsieur Vessière, on sait l'impact que ça a sur les jeunes, on comprend maintenant l'impact que ça a sur la société, mais au niveau des gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre là, entre une utilisation judicieuse des réseaux sociaux et des écrans, puis quand c'est trop, puis ça finit par nuire à nos vies? Oui, je suis très content que Caroline soit ici aussi, parce que son organisation a vraiment tout un tas de très bonnes choses qu'elle peut recommander, donc j'aimerais l'entendre aussi. Mais je pense qu'il faut qu'on réintègre dans nos sociétés des rituels de déconnexion, et qu'il faut qu'on se rappelle d'offrir d'autres opportunités à tout le monde, aux jeunes. Je pense aux aînés aussi, d'ailleurs. Vous savez, on n'en parle pas assez, mais il y a une épidémie aussi de cyberaddiction chez les aînés qui sont vraiment très seuls. Les gens n'appellent plus, ne vont plus rendre visite à leurs grands-parents, mais de savoir redécouvrir certains espaces sans écran. Par exemple, des choses simples, avoir un souper de famille, si possible, ou un souper entre amis sans écran, de pas amener d'écran dans nos chambres aussi. Il y a certaines familles, plus chez les gens religieux, mais qui vont avoir ce qu'on appelle un Shabbat numérique. Donc ça peut être une journée complète sans écran, ou alors de penser à une utilisation minimaliste des fonctions, ou alors essentielles, ou alors des fonctions sociales minimales du téléphone. Par exemple, ça peut être correct en fin de semaine d'appeler sa famille, de coordonner des choses avec des amis, mais de faire un petit nettoyage aussi des choses essentielles. Nous, quand on avait testé une étude de désintoxication, d'utilisation problématique des smartphones, on prenait aussi cette utilisation minimale. Donc, par exemple, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des notifications de TikTok, d'Instagram, de Snapchat, de Telegram, de WhatsApp, de 3 courriels? C'est trop, c'est absolument trop. Oui. Donc, quelles seraient les fonctions essentielles? On comprend que les jeunes ont besoin d'être sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'ils communiquent, mais est-ce qu'ils pourraient utiliser ça sur un ordinateur à intervalles un petit peu plus réguliers? Est-ce qu'on pourrait aussi apprendre à se réguler, chacun à remarquer, ça c'est un petit peu comme de la pleine conscience, de remarquer à quel point dès qu'on a un petit moment de passage à vide, dès qu'on attend le bus ou le métro, on attrape notre téléphone. Parce qu'on a beaucoup parlé des notifications qui surexcitent le système de récompense de notre cerveau, mais en fait c'est pas que ça, parce qu'il y a des études récentes qui montrent que jusqu'à 80% des interactions avec les téléphones sont initiées par les usagers sans notification. C'est-à-dire, on est juste conditionné, on attrape le téléphone, on commence à scroller. Mais est-ce qu'on est capable de les faire, ces rituels-là? Parce que je me dis, le problème est rendu pire qu'on pense quand on est rendu à texter au volant, à regarder des films au volant, quand c'est rendu que même en conduisant, donc c'est rendu que peu importe ce qu'on fait, c'est normalisé, on se convainc que c'est correct, c'est tellement addictif, c'est honnêtement pire que n'importe quelle autre addiction dont on peut parler. Là. Quand tu es rendu à texter puis regarder des films pendant que tu conduis, c'est parce que ça va plus, là. Ah non,
parce que c'est ça, il y a un besoin qui est de stimulation. Mais en même temps, on revient à être capable d'être inconfortable. C'est comme si on a peur d'être inconfortable, comme si il faut absolument, faut chercher, puis il faut se questionner par rapport à ça, parce qu'à la recherche de toujours vouloir combler, mais encore une fois, puis même c'est là que tout l'aspect de dépendance, mais on en vient plus tolérant aussi, moins tolérant en fait. Et là, on cherche à combler encore plus rapidement avec des niveaux de stimulation qui sont encore plus grands et ça fait un cercle vicieux qu'on n'est jamais confortable dans ces moments-là. Mais qu'on brise comment l'automatisme? T'sais, on brise comment les cercles? Mais c'est ça. Il y a plusieurs trucs que Samuel mentionnait dans son étude qui est intéressante sur les smartphones. Il y a vraiment comme des meilleures recommandations, si on veut, en lien avec l'appareil. Puis ça peut être ça passe par la configuration, mais ça passe aussi par les habitudes personnelles. Donc, d'essayer de se déconnecter, souvent, ce que ça fait, c'est que ça nous permet juste d'avoir une vue d'ensemble. OK, qu'est-ce qui me déclenche? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me connecter? Pourquoi est-ce que ces temps-là? C'est quoi les malaises peut-être que j'ai? Puis faut prendre le temps, faut s'accorder ce moment-là, puis c'est réfléchir finalement à comment ça nous affecte, puis comment qu'on peut s'en servir, mais pas nécessairement tout le temps, à toutes les sauces, sans réflexion. Puis mais c'est un exercice individuel qu'on doit se forcer à avoir, puis qui va être nécessairement inconfortable au début. Est-ce qu'on est capable de faire cette introspection-là, Samuel Vessière? Oui, je pense que c'est difficile. Je suis content d'entendre Caroline parler aussi de mécanismes de désensibilisation, parce qu'on a besoin de stimulation visuelle, sensorielle, mais le problème, c'est que on va se désensibiliser rapidement et souvent, on va aller consommer du contenu qui est de plus en plus extrême. C'est particulièrement alarmant pour les garçons et les hommes pour la pornographie, avec les jeux vidéo violents, avec le contenu violent. C'est particulièrement alarmant aussi, ça c'est en moyenne plus pour les femmes et les filles, pour ce qui peut entraîner à des troubles de l'image corporelle aussi, mais on le voit aussi de plus en plus chez les jeunes. Donc, on va toujours aller chercher des choses de plus en plus extrêmes par rapport à nos intérêts, parce qu'on se désensibilise, mais en même temps, notre rapport à l'inconfort ou à des choses ou à des sensations dans le monde réel a vraiment diminué. Mais moi, ce que je remarque, pour moi, la bonne nouvelle, si on prend l'exemple des jeunes, par exemple, quand on les envoie dans des camps d'été où il n'y a pas de téléphone, où les écrans sont interdits, ou qu'on les emmène dans le bois ou dans un chalet en fin de semaine et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de téléphone. Ils vont chialer pendant 10, peut-être 20 minutes. Et puis après, très rapidement, c'est merveilleux, ils redeviennent des jeunes. Ils se mettent à jouer avec des bâtons, avec des, j'en sais rien, moi, avec des cailloux. Et ceux qui ont la chance de passer 1, 2, 3 semaines dans un camp dans la forêt, par exemple, ils reviennent complètement rafraîchis. Et moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est de voir que c'est encore une fois devenu un privilège de nantis de pouvoir se payer des camps chers dans la forêt pour ne pas avoir de téléphone, alors qu'au fond, ça devrait pas prendre de l'argent. Et là, je reviens avec le parallèle sur la malbouffe. On voit de plus en plus maintenant, dans les milieux socio-économiquement aisés, les gens mangent bien, les gens sont en santé. Puis il y a plein de gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'éducation, par exemple, d'avoir une bonne nutrition. Et on le voit pareillement maintenant. On voit de plus en plus quand même de familles éduquées où les petits-enfants n'ont plus du tout accès aux écrans. Au restaurant, les gens sont en train de faire des dessins, mais on en voit d'autres. Et il n'y a pas de jugement. Je juge pas les parents. Parce que je rappelle encore une fois que ça nous est tombé dessus très très rapidement, ces nouvelles technologies. Mais je pense que si on pouvait en tant que société tous se mettre un petit peu d'accord, de dire que c'est correct, non seulement c'est correct, mais c'est bon pour la résilience individuelle et collective de tolérer un peu plus d'inconfort, d'avoir des enfants qui vont faire du bruit un peu au restaurant, qui vont peut-être même se parler. Mais ou jouer. Ça, c'est un point que vous amenez qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait avec nos tout-petits? Parce que je connais personne autour de moi qui n'a pas déjà proposé une tablette à un enfant de 3 ans pour qu'il se calme, pour avoir un peu de paix. Puis tu sais, c'est pas un jugement, là, c'est juste, je le constate. On est au restaurant, on veut pas qu'il soit turbulent, on est gêné s'il joue un peu trop fort, on leur donne une tablette. On fait quoi quand on est parent avec cet enjeu-là? Mais je dirais, demandez à votre grand-mère ce qu'elle faisait. Demandez même à vos parents. La question ne se posait pas parce que les écrans n'existaient pas. Les enfants pouvaient quand même être difficiles. Moi, je fais partie de ces chercheurs qui sont beaucoup plus conservateurs que ce que les normes pédiatriques recommandent aujourd'hui chez les jeunes de moins de 5 ans. Je pense qu'il devrait avoir absolument aucun écran individuel jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, voire plus. Après, les écrans,
Si c'est une attention partagée, si c'est par exemple de regarder des photos de famille, si c'est de dire tiens, on va regarder ce dessin animé, on va en parler ensemble. Mais de donner l'écran à un enfant pour qu'il puisse s'occuper, c'est terrible. Et au début, on se disait, c'est génial, regardez, il ne s'est pas encore parlé, il sait déjà ouvrir YouTube. Ben oui, parce que c'est plus facile de faire des choses virtuelles que de les faire réellement. Mais là, il faut que les parents montrent l'exemple aussi. Parce qu'on voit les parents qui sont aussi tout le temps sur leur téléphone, à table, en voiture. Donc, il faut vraiment qu'on se mette d'accord en tant que société. J'ai l'impression que ça revient encore à la tolérance. Est-ce qu'on est capable de tolérer des enfants qui sont des enfants autour de nous? Est-ce que les environnements qu'on fréquente sont des endroits qui permettent, dans le fond, aux enfants d'être des enfants? Il y a comme ce malaise-là que le parent a au restaurant. Est-ce que c'est parce que son enfant va faire du bruit, va jouer, va nécessairement déplacer de l'air, que là, il faut pas prendre ton écran, s'il vous plaît, pour que moi, je sois plus confortable? Fait que, tu sais, on revient encore à comme en tout cas, je trouve qu'on doit apprendre à tolérer certaines choses différemment, là, ou en tout cas, bref, se questionner par rapport à ça. Et moi, j'ai un fils de 5 ans et je suis du même avis, en fait. Quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était impact chez les jeunes enfants, c'est tellement inquiétant, honnêtement. Là, est-ce que tu as déjà montré une tablette à ton jeune? Moi, je ne sais pas s'il y en a vu une à l'école. Moi, j'ai pas de tablette personnellement. Non, c'est ça. De toute façon, j'en ai pas. Il sait on a un cellulaire, là. Puis la télévision, on utilise, dans le fond, tout ce qui est contenu qui sont rassembleurs, qu'on va faire du co-visionnement, dans le fond, ensemble, puis qu'on va échanger par rapport à ça. C'est différent dans le type d'impact que ça a d'avoir un appareil vraiment personnel. C'est un peu ce que Samuel disait, là. Tu lui donnes, il n'y a pas de supervision, il peut avoir accès à plein de choses. À tout. Exactement. Donc là, il y a des risques qui sont beaucoup plus grands. Juste avant qu'on ait au téléphone, n'oublions pas que Steve Jobs ne permettait pas à ses enfants d'utiliser le iPad. C'est lui qui l'a inventé. Donc, oui, ça je parle me rappelle beaucoup d'avoir... c'est ça. Mais c'est sûr que quand ils vont vieillir, ils vont avoir besoin d'apprendre à s'en servir. Puis dans le cadre de leur travail et tout ça, il ne faut pas oublier qu'en tant que parent, on a ce rôle-là aussi de les aider à s'en servir positivement. Mais à quel point qu'à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, ils ont besoin d'avoir ça, des fois, c'est ça. Yannick est avec nous au 187 Cube Radio. Yannick, est-ce que vous avez de la difficulté à décrocher des écrans? Avant, oui, j'avais beaucoup de difficultés à décrocher des écrans. J'étais administrateur aussi de groupe Facebook, fait que j'étais constamment arrivé sur mon écran. Puis il m'est arrivé à un moment donné où, écoute, il faut que je mette une pause, tu sais, comme j'ai écrit dans mon ancien commentaire, j'étais un ancien consommateur de drogue, je consommais énormément. Puis j'ai remarqué que mon téléphone est encore pire que la drogue que je consommais parce que je passe encore plus de temps dessus. Puis, il y a une option que tu peux activer dans Facebook, que tu peux mettre ton compte sur pause. Fait que moi, plusieurs fois par année, je mets mon compte sur pause pendant une semaine pour essayer comme d'équilibrer un peu mon temps sur mon écran. Qu'est-ce que ça vous fait, la semaine de pause? Elle me fait tellement du bien, là. Je vais être honnête, là. Mon téléphone, j'entends plus des dings pour rien. Ma batterie est toujours à 100%. La maudite batterie. Puis, intérieurement, je me sens beaucoup mieux. C'est comme, on me dirait, une cure de désintoxication qu'on pourrait dire, là. Ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, c'est arrivé, je suis allé dans un secteur dans le nord du Québec où est-ce qu'il n'y avait aucune onde qui pouvait passer là. La seule affaire que j'ai faite, c'est que je me suis mis une liste de musique dans mon téléphone. J'ai passé une fin de semaine là-bas. Aucun appel, aucun temps de cellulaire. Je profitais de la nature. Puis ça l'a tellement fait du bien à mon intérieur. Je me sentais tellement mieux. Là. On vit au rythme de la nature. Le cellulaire nous amène à un stress incroyable. C'est fou le stress que ça peut amener, puis le désir de vouloir consommer tout le temps des informations qu'aujourd'hui, je peux dire que ça fait, pardonnez-moi l'expression, crissement dur, avec toute l'IA, les fakes, puis toutes les choses qui se promènent, on sait même plus qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est pas vrai aussi. Fait que j'imagine les jeunes d'aujourd'hui qui consomment énormément ça, ils savent pas c'est quoi vraiment la réalité de la vie parce que tout est virtuel autour d'eux. Mais c'est pas banal ce que vous avez dit quand même, Yannick, là. Vous dites, l'écran, pour moi, c'est beaucoup plus addictif que les drogues, alors que les campagnes, on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation pour les drogues, c'est OK, mais je pense qu'on minimise quand même l'impact des écrans, là. Effectivement. Puis ça, il faudrait peut-être en faire plus. Mais tu sais, on est dans un monde de consommation extrême. C'est vraiment dur de essayer de dire ça au monde. Puis le monde sont beaucoup comme moi aujourd'hui, à cause justement de ces écrans-là. C'est comme, qu'est-ce qui est important? C'est pas la personne qui te dit bonjour, c'est la personne qui va t'écrire bonjour.
C'est un super message, Yannick. Merci pour votre appel. J'espère qu'on a pris quelques trucs, en tout cas qu'on pourra s'inspirer de votre témoignage. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi. Samuel Vessière, professeur associé de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Je sais que vous devez nous quitter, mais j'imagine que ce genre de truc donné par Yannick, là, ça sonne comme une musique à vos oreilles. Oui, et j'aimerais tellement qu'on entende ce genre de témoignage plus. J'aimerais tellement voir beaucoup plus de campagnes qui disent est-ce que vous voudriez une solution magique pour devenir plus heureux, plus serein, plus riche, avoir plus d'amis, avoir plus de qualité dans la vie, avoir plus de rapports amoureux et sexuels? C'est très simple. Débranchez-vous un petit peu. Intéressant, ça. En fait, et Yannick m'aide à me souvenir qu'en fait, toutes ces campagnes de sensibilisation sur les drogues dures, en fait, elles ont très bien marché. Les jeunes d'aujourd'hui consomment beaucoup moins d'alcool, beaucoup moins de tabac, même s'il y a quelques inquiétudes sur le vapotage, même s'il y a quelques inquiétudes sur le cannabis, on pourra en parler, il y a certains... Beaucoup moins. Mais on remarque aussi une baisse considérable de la prise de risque chez les jeunes à tout niveau, donc on se dirait c'est très bien, moins de drogue, moins de grossesse précoce, moins d'accidents, mais c'est aussi lié au fait qu'il n'y a plus de tolérance à l'inconfort, comme le disait Caroline. Donc, il faudrait qu'on puisse reprendre quelques petits risques. Merci pour votre passage à l'émission. C'est des bons conseils, je trouve. Puis de toute façon, il me semble qu'une publicité qui dit « meilleure vie sexuelle », il me semble que déjà, la tension est captée. Mais l'autre enjeu, c'est que peut-être que ces jeunes-là, ils consomment moins de drogue puis ils prennent moins d'alcool, notamment parce qu'ils sont sur leur téléphone cellulaire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi vérifier. Il y a des nuances là-dedans aussi. 187 Cube Radio pour vous joindre à la discussion. 1-877-827-2346.